Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Ile-de-France. La scène est d'une violence inouïe. Elle est particulièrement choquante. Ce mardi, 3 personnes cagoulées ont tenté d'enlever une femme et son fils alors qu'ils se trouvaient dans une rue du 11e arrondissement de la capitale. Qui sont ces criminels sans foi ni loi? Quelle est l'ampleur du grand banditisme en Ile-de-France? On répond à ces questions en tout début d'émission. Nous ouvrirons ensuite notre page culture avec cette initiative qui pourrait bien bouleverser toutes vos habitudes culturelles puisqu'il est désormais possible d'aller dans un endroit intimiste où vous pouvez contempler plusieurs pièces de théâtre d'une durée de seulement 15 minutes. Le tout en grignotant des tapas, c'est fabuleux, ça s'appelle Théâtre à la minute et nous recevrons ici sur ce plateau la maman de ce projet. Et enfin, comme chaque semaine, si vous ne savez pas quoi faire de votre week-end, Françoise Dargent, rédactrice en chef culture au Figaro, vous donnera 3 recommandations dans sa chronique Par ici les sorties. Allez, il est temps pour moi de vous présenter les invités qui vont m'accompagner lors de cette première partie. Bruno Pomar, vous occupez la fonction de président du Cercle de réflexion Initiative Sécurité Intérieure. Bonjour. Soyez le bienvenu dans cette émission. Pascal Bito-Panelli, vous êtes expert en sécurité et commandant divisionnaire honoraire. Soyez également le bienvenu autour de cette table. Evelyne Sirmarin, vous êtes magistrat honoraire et vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour, soyez également la bienvenue dans cette émission. Alors je voudrais que l'on commence ce programme tout d'abord par cette scène qui nous a tous glacé le sang. Nous sommes mardi, nous sommes dans le 11e arrondissement de Paris. Il est environ 8h30, le calme règne quand soudain, 3 malfaiteurs tentent de faire monter de force une femme dans une fourgonnette. Regardez. Appelle la police, Chloé. Oui, tu appelles le 17. Le 17, Chloé. Voilà, pour cette scène qui est particulièrement choquante, je disais, on a presque l'impression que l'on vit soit au Mexique ou alors que c'est le tournage d'un film de gangster. Bruno Pomar, comment avez-vous réagi lorsque vous avez découvert ces images ? Ben oui, c'est exactement ce que vous dites, un peu le Mexique, un peu la Colombie. On tente de séquestrer, de kidnapper, de séquestrer, voire de torturer même les gens. Oui, ça arrive effectivement. C'est pas commun non plus, mais ça arrive. Non, mais je crois que alors la très bonne réaction, c'est que les gens ont su rester accrochés l'un à l'autre. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, évidemment, le mari qui est venu quand même soutenir sa compagne. Les gens se sont mobilisés autour. Ça, c'est des éléments importants. Montrer que les gens, en termes d'engagement, ils sont allés malgré le risque. Non, je crois qu'on est dans une ère du grand banditisme qui se développe de plus en plus sur notre territoire. Tout ça est lié, vous savez, au narcotrafic. Oui. C'est toute la même masse de délinquants qui gravitent autour du narcotrafic. La trame de fond, c'est toujours le trafic de drogue. Oui, et puis on recherche toujours des nouveaux business. Là, c'est la crypto-monnaie, parce qu'on sait que c'est potentiellement de l'argent facile. Donc on va dans ce domaine-là. Ils font sûrement du trafic de sup à côté. Ils font tout un tas de choses qu'on peut imaginer, prostitution et tout ce qu'on peut imaginer. Donc oui, effectivement, on est dans une ère particulière avec sûrement des cerveaux et des gens très bien ordonnés dans leur tête pour trouver des stratégies pour de nouveaux business, entre guillemets. Et puis en dessous, des petites mains, comme on a vu là. On va faire, je dis des pieds nickelés, mais effectivement, c'est des pieds nickelés dangereux. Oui, absolument. Qui ont tenté effectivement le pire sur ces personnes. Voilà, c'est un vrai sujet de sécurité en France. Evelyne Sirmarin, quand vous regardez ces images, est-ce que vous vous dites que quelque part il y a eu un manquement du point de vue de l'État? Est-ce que notre système a quelque part eu des défaillances pour assister à ce genre de scène? Écoutez, la défaillance, si on veut, c'est nous en général, c'est la société en général, c'est-à-dire c'est d'abord la prévention. Ces jeunes, je ne connais pas leur histoire, là, c'est des jeunes qui ont essayé d'enlever ces personnes. Et puis la défaillance, c'est aussi que, on a en matière de stupéfiants beaucoup insisté évidemment sur la répression, notamment la dernière loi, la criminalité organisée. On va voir ce que dit le Conseil constitutionnel, mais en revanche, si c'est lié à... là, c'est de la crypto-monnaie, mais souvent c'est lié à du trafic de stupéfiants. Et le problème, c'est que, je pense, on ne traite pas assez la consommation. Vous voyez, je pense que ça arrangerait les choses aussi si une partie des personnes qui consomment, qui sont très nombreuses, de plus en plus nombreuses, il y avait quand même un système sanitaire qui serait un peu le corollaire des mesures répressives qui sont prises actuellement. Parce
parce que c'est étonnant, un pays où les gens se droguent de plus en plus. Le nombre de consommateurs augmente de plus en plus. On est pratiquement à 1,3 million de consommateurs de cannabis, 800 000 de cocaïne de façon quotidienne. C'est un pays qui va mal. Donc vous voyez, il y a un équilibre peut-être à avoir. Bon, ça n'est absolument pas une excuse de ce qui s'est passé. Moi, ça me fait penser à, en même temps, l'ancienne criminalité, Audiard, les tontons flingueurs, les nuls, quoi. Vraiment les Dalton, oui, c'est le Far West, en fait. Mais c'est n'importe quoi. Le kidnapping a existé, d'ailleurs, Baron Ampère, l'affaire Ampère. Absolument. Et puis, la nouvelle criminalité, tout à fait différente, liée au trafic de stupes, où là, comme vous le disiez, diversification. Par exemple, avec les jeunes filles placées à l'aide sociale à l'enfance, il y a du proxénétisme. Absolument. C'est-à-dire que... Il y a des recrutements à la sortie de l'aide sociale à l'enfance, bien sûr. Elles se droguent et elles prennent leur dealer pour un proxénète, et c'est très difficile de leur faire comprendre qu'ils ne les protègent pas du tout, au contraire. Vous voyez, il y a une diversification, et on insiste à ça avec le racket, quoi, les ventes d'armes. Voilà. Alors on va justement évoquer au cours de cette émission justement cette criminalité protéiforme, mais c'est vrai que les premiers éléments de l'enquête sur cette affaire révèlent que 2 personnes étaient visées par cette tentative d'enlèvement. En réalité, je le disais tout à l'heure en introduction, c'est la fille du petit-fils du cofondateur de la société Paymium. C'est une plateforme française d'échange de crypto-monnaies fondée en 2011 et qui se présente aujourd'hui comme pionnier européen de l'échange de Bitcoin. Il y a moins de 2 semaines aussi, on peut citer cette affaire. C'est le père d'un gérant d'une société de crypto-monnaies aussi qui a été enlevé le 21 janvier dernier. C'est un autre ténor de la crypto-monnaie qui a été pareil kidnappé, mais dans le Cher cette fois-ci. Franchement, est-ce qu'il y a un point commun entre toutes ces affaires et qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui avec cet univers de la crypto-monnaie? C'est très simple, il y a une modification du spectre criminel. Fortune soudaine, menace nouvelle, si j'ose dire. Il ne fait pas bon d'être riche en France. Alors, les gens, c'est bien, mais il faut se protéger. Alors, dans ce thème, si vous voulez, les leaders, les winners de la crypto-monnaie, si j'ose dire, étaient menacés derrière l'écran. Aujourd'hui, ils sont physiquement dans la rue, dans l'espace public. Pourquoi? Bruno l'a dit, je le complète, le grand banditisme suit les évolutions de la société, s'adapte et va viser des secteurs qui rapportent beaucoup d'argent en employant des techniques, une violence sans limite et comment dirais-je, avec une certaine efficacité, sauf que souvent sur le terrain, on a des jeunes opérateurs qui sont des amateurs et qui sont d'ailleurs d'autant plus dangereux. On en est là. Ça veut dire qu'en ce moment, les patrons de la crypto-monnaie sont très exposés. Oui, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes, certains investisseurs dans l'univers de la crypto-monnaie qui sont riches, c'est vrai, mais pas tous. Il y a beaucoup de fantasmes aussi autour de cet univers. Il y a d'autres secteurs aussi où il y a de riches personnes et pourtant ils ne sont pas autant menacés aujourd'hui que le sont les dirigeants de sociétés dans l'univers de la crypto-monnaie. Comment l'expliquer? C'est arrivé avec les influenceurs, c'est arrivé avec les footballeurs. Vous avez raison, oui. Vous savez, il y a diversification totale. Donc là où il y a de l'argent, il y a du grand banditisme automatiquement. Maintenant, c'est comme ça. Les influenceurs à Marseille, effectivement, qui ont été aussi à un moment donné très menacés par je pense que c'est un business en plein développement, comme on dit, et l'État se doit de réagir, effectivement. Mais ce que disait très justement Madame, c'est effectivement, il faut de la répression, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on a tellement perdu derrière, quand on voit cette jeunesse, parce que c'est de la jeunesse là, dont on parle, en même temps, qui tombe dans le trafic, qui tombe dans les stupes, qui tombe dans le grand banditisme comme ça, ce sont des victimes de ces groupes qui managent tout à haut niveau. Et on a loupé un travail éducatif de prévention qui est énorme. Vous savez que je travaille beaucoup sur ces sujets-là et que ça me passionne, mais quand je vois ça, effectivement, on a perdu beaucoup de temps et maintenant, eh bien, on est dans la réaction, comme souvent l'État, parce que l'État est lourd quand même comme dispositif. On a lancé la Junalco, on a l'AMCO, tous ces dispositifs pour lutter contre la criminalité avec la justice, la police, les douanes, pour travailler contre ces réseaux-là. Mais on arrive toujours en retard, on est toujours à la ramasse, excusez-moi le terme, mais c'est un peu fort, mais c'est ça. Et on le voit aujourd'hui encore, Rotaillot qui reçoit effectivement ces patrons de la crypto-monnaie pour trouver des réponses. Les réponses, elles viennent pas seulement du régalien, je le dis parce que c'est important. Vous savez, notre police, notre gendarmerie, nos policiers municipaux sont mangés à toutes les sauces. Il faut qu'à un moment donné, on parle de sécurité globale, on parle
à des sociétés de sécurité privée qui doivent être à même de pouvoir répondre à ces problématiques. On ne peut pas demander tout aux Réaliens. Donc, encore une fois, il faut qu'on ouvre le spectre de la sécurité à des sociétés de sécurité privée. Je vais même plus loin, excusez-moi, parce que c'est mon dada. Peut-être utiliser l'armée pour faire de la sécurisation dans certains secteurs. L'armée pour faire du maintien de l'ordre? De la sécurisation. Attention. Ah oui, la sécurisation. Ah oui, d'accord. Oui, c'est de la dissuasion. Oui, alors c'est la dissuasion. Ce qu'on fait avec le plan Vigipirate depuis des années. Absolument. Tellement la problématique est grande. On a 1500 quartiers en QPV, 62 quartiers en reconquête de républicaine, c'est énorme. Il faut des effectifs. Est-ce qu'il ne faut pas aussi faire, pardon de vous couper, mais de la prévention autour, et j'en finis là avec la crypto-monnaie, mais autour de ces thématiques-là? Parce qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de fantasmes autour de cet univers, parce que la légende dit qu'on ne peut pas tracer la crypto-monnaie grâce au système de blockchain. On ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est très technique, mais ça, c'est une légende, on est d'accord, on peut tracer les crypto-monnaies. Celles et ceux qui s'attaquent justement à ces patrons, à ces investisseurs, pensent qu'ils vont pouvoir récupérer de l'argent sans forcément être tracés. Mais c'est pas vrai. Mais c'est absolument faux. Mais c'est pour ça aussi que ça, c'est comme vous dites, une rumeur, un fantasme. Ça me rappelle le terrible cas de Halimi, enfin de ce pauvre jeune homme qui avait été enlevé. Ilan Halimi, oui. Ilan Halimi, qui avait été séquestré, torturé et tué. Par le gang des barbares. Tout ça parce que ses ravisseurs se sont dit, c'est un non-juif pour nous, et donc il a de l'argent. Et c'est absolument terrible, quoi. Ce sont des rumeurs. Mais ce que je voudrais dire quand même par rapport à la sécurité privée, c'est que moi je le vois dans mon métier de magistrat, c'est vrai que c'est un métier, la sécurité privée, mais ce qui est un métier aussi, c'est la police judiciaire pour retrouver ces criminels. Et ça, la police judiciaire, elle est en grande difficulté malheureusement actuellement. Alors j'espère que M. Darmanin va vraiment prendre conscience de ça maintenant qu'il est ministre de la Justice, parce que comme ministre de l'Intérieur, il a défendu les policiers, ce qui est légitime, mais les policiers de police judiciaire, il les a plutôt un peu maltraités, parce qu'il y en a de moins en moins, c'est très difficile, c'est une carrière qui ne réussit pas, parce que ils ont plus intérêt à faire de la police de sécurité publique, ils ne sont pas assez payés, ils ont des heures absolument épouvantables, des heures supplémentaires qu'ils ne peuvent pas rattraper, etc. C'est vraiment un métier, et moi j'aimerais bien attirer l'attention sur le fait que maintenant qu'il est ministre de la Justice, je pense qu'il se rend compte qu'il faut de la police judiciaire. Absolument, pour les retrouver. Et on pourrait peut-être... Vous savez, c'est comme Pénélope, faire et défaire, c'est toujours travailler. Donc il a défait la police judiciaire. Je pense que comme ministre de la Justice, il faudrait vraiment qu'il prenne conscience que... Enfin, je crois qu'il en a pris conscience, il faudrait vraiment la renforcer sérieusement. Et comment faire aussi? Alors là, c'est vrai qu'on parle de police judiciaire qui potentiellement vont mener des enquêtes pour retrouver effectivement ces malfrats et puis qu'il y ait une réponse pénale adéquate. C'est de la criminalité organisée. Voilà. Mais avant ça, comment fait-on, et je me tourne vers vous, Pascal Bito-Panelli, comment fait-on pour faire en sorte qu'on protège ces investisseurs en crypto-monnaie et toutes celles et ceux qui sont menacés? Aujourd'hui, c'est vrai que la solution de facilité, même si ce n'est pas une solution de facilité, ce serait de mettre quelqu'un derrière chaque personne de façon à pouvoir les protéger. Je pense que l'État français n'en a pas les moyens aujourd'hui. Non. Alors, attention, on a malheureusement dans la culture d'entreprise des leaders de la crypto-monnaie des gens qui, pour attirer des clients, montrent leurs chiffres et leur réussite, donc leur fortune. Donc, ils sont suivis, ciblés sur les réseaux. On sait où ils habitent parfois. On sait où ils habitent. Donc là, c'est, je dirais, une imprudence, mais c'est dans leur métier. Très bien. Donc, c'est pas forcément aux régaliens de protéger les gens riches et du milieu de la banque, parce que au niveau de l'opinion publique, rendez-vous compte, on dirait, attendez, le pauvre type qui se fait piquer son sac à main en vol à l'arraché, on n'a rien à faire, on va protéger des gens qui... Mais ils ne sont pas forcément ciblés par le grand banditisme, ces personnes-là aussi. C'est là la grande différence. La solution, si vous voulez, c'est déjà de les former à un protocole de discrétion, de sécurité, de leur dire qu'ils doivent être très discrets, notamment dans les stories sur les réseaux, parce que c'est un moyen formidable pour les cibler. Ils doivent se protéger dans leur habitation. Quand on a de l'argent, c'est facile d'avoir une très bonne technologie. Et on doit avoir une protection humaine, c'est-à-dire que quand on sort de chez soi où c'est un bunker, on se fait attaquer dans l'espace public. Dans l'espace public, il faut être protégé. Ça s'appelle de la protection rapprochée. Il faut un dispositif vers soi si on veut, mais aussi vers les premiers cercles de sa famille.
Et ça a un prix, mais aujourd'hui... Ça coûte combien d'ailleurs, pour qu'on ait une idée? Parce que quand le ministre de l'Intérieur dépêche effectivement des policiers, c'est le contribuable qui paye, puisque ce sont des officiers de police. Là, en l'occurrence, quand vous payez une protection rapprochée, ça coûte combien? Je vais vous le dire, à part si Bruno veut le dire. Je t'en prie. Bon, dans la sécurité privée, moi, c'est une de mes branches, c'est très simple, où on travaille au forfait si les choses se passent sur la longueur, mais d'une manière plus globale, à la journée, un agent de protection rapproché, c'est globalement 850 €. Et un agent de protection rapproché armé, c'est 1350 €. 1350 €. Pourquoi c'est plus cher quand l'agent est armé? Armé, parce que c'est d'autres risques, c'est une mission plus dangereuse, c'est d'autres diplômes, etc. Attendez, 1350 €, c'est un vrai budget. Donc là, on parle de personnes qui sont quand même fortunées. C'est pour certains le salaire mensuel qu'ils peuvent percevoir à la fin du mois. Ça peut partir de centaines de milliers d'euros, comme dit mon ami, et jusqu'à des millions d'euros. Oui. Vous avez des François Pinault, des grands chefs d'entreprise qui ont des équipes de sécurité qui leur coûtent excessivement cher. Les grands chefs d'entreprise du CAC 40 ont des bien sûr, évidemment, c'est pas le régalien qui doit assurer ça. Attendez, franchement, on a 152 000 policiers en France, 100 000 gendarmes, 1400 policiers au SGLP. C'est un service public. Mais c'est un vrai débat quand même que vous posez là, parce que vous dites que ce n'est pas le régalien qui doit assurer ça. Mais si des personnes riches aujourd'hui sont en danger en France, c'est peut-être qu'il y a une faillite de l'État quelque part, non? Non, il y a eu une réponse du ministre de l'Intérieur ce matin. J'ai reçu de Bruno Retailleau. Voilà, Bruno Retailleau qui a rassuré ses chefs d'entreprise. On est là pour ça aussi, attention. Il a mis à disposition d'ailleurs des équipes du RAID, du GIGN, etc. pour faire de la sensibilisation sur les itinéraires, sur les horaires, sur tout un tas de choses. C'est des détails mais qui sont importants lorsqu'on on est exposé comme ça. Un numéro 17 prioritaire. Bon, mais voilà, ça c'est des avancées que peut faire le ministère de l'Intérieur. Maintenant, quant à la prise en charge de la sécurité rapprochée de la personnalité, voire des ciblements, c'est-à-dire tous les gens qui sont autour des familles, eh bien évidemment, ça relève du PDG de la société. Vous pensez bien qu'on ne peut pas prendre en compte avec nos impôts, excusez-moi d'être comme ça, mais la sécurité de gens qui sont censés gagner beaucoup d'argent, et tant mieux pour eux, attention, j'ai rien contre ça. Ça ferait débat, ça ferait débat. Je veux dire, excusez-moi, un patron du 440 à qui ça peut arriver, c'est pas lui qui paye de sa poche. Bien sûr. On protège le PDG pour l'intérêt de l'entreprise, c'est pris sur les frais de la société. Absolument. Et heureusement. Donc on peut faire de la protection rapprochée, des résidences, des domiciles, des bureaux, et du contre-ciblage, c'est-à-dire mettre des agents en extérieur pour voir les comportements suspects. On peut travailler à la carte et très bien protéger les gens. Ça a un prix. Absolument. Juste une dernière question peut-être. À partir de quel moment le ministre de l'Intérieur peut déclencher une protection rapprochée de la part des services de police? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des menaces qui soient avérées? C'est par exemple les magistrats. Enfin, moi, je plaide un peu pour ma paroisse. Absolument, parce que vous êtes menacé aussi. C'est vrai. De plus en plus. Enfin, ça, c'est un nouveau phénomène quand même. On a à peu près 150 collègues magistrats, plutôt des juges d'instruction, qui sont menacés. Et puis, il y en a une petite vingtaine qui sont vraiment sous protection. Comme par exemple la présidente à Paris qui a rendu le jugement Le Pen. Oui, absolument. Qui malheureusement, là, évidemment, ça a été extrêmement désagréable parce que les vociférations, en quelque sorte, d'un personnel politique ont entraîné vraiment un danger, pas de ce personnel politique, pas de leur part, mais de tout un tas de gens complètement dérangés sur les réseaux sociaux. Et la présidente d'une chambre financière, pas du tout d'une chambre de criminalité organisée, ni de stupes, d'une chambre financière, ça c'est vraiment nouveau. Ça c'est nouveau, vous dites? Ah oui, parce que la justice financière, c'était une justice un peu à part, filtrée, si vous voulez. Assez confidentielle, assez confidentielle, où les avocats, les prévenus avaient une certaine tenue par rapport au tribunal. Et là, c'est pas direct, c'est pas du tout direct. Mais avec les réseaux sociaux, ça entraîne vraiment des attitudes extrêmement menaçantes. Mais c'est tout le reflet de l'ensauvagement de la société. Pardon, excusez-moi. Et là, c'est le rôle du ministère de l'Intérieur. Oui, bien sûr, c'est du régalien. Là, c'est du régalien. Mais c'est tout le schéma de cette société, d'une partie de cette société qui s'ensauvage, qui n'a plus peur de rien. Vous savez, tous les schémas qu'on a eu en Colombie dans les années 70, 80, 90, le Mexique, El Chapo, Pablo Escobar, etc. Quand vous regardez un peu comment tourner le trafic de stupes, toutes ces groupuscules de tueurs, etc.,
effectivement, on a commencé à avoir quelques réminiscences en France. On ne va pas faire peur à nos téléspectateurs, mais c'est un peu ça. Mais on est en voie de mexicanisation aujourd'hui. Oui, mais on a des risques. Ne faisons pas peur à ceux qui nous regardent. Mais je pense encore une fois que l'État est capable de réagir. On met du temps parce que c'est une grosse machine État. La Junalco est en place, l'AMCO est en place. Il y a des services très opérationnels comme l'OFAST. Il y a des équipes comme le RAID, la BRI, etc., qui sont sans arrêt renforcées avec des antennes régionales. Il y a un gros travail. Bien sûr, mais alors c'est vrai qu'on ne critique pas du tout le travail de ces unités qui font un travail formidable, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, et régulièrement on en parle dans l'actualité, il existe des cartels, vous vous rendez compte, des cartels, des aides-mafias par exemple, on en parle souvent, des mafias qui sont vraiment implantées, alors là généralement dans le sud de la France, mais qui essayent de gagner des parts de marché en France, qui essayent de s'implanter. Ça, Pascal Vito-Padelli, ça doit quand même être assez révoltant, c'est assez nouveau. C'est pour ça que je parle de mexicanisation de la France. Alors on a des cartels extrêmement puissants, qui sont dans certains secteurs presque aussi puissants que l'État. Alors attention, mexicanisation dans le mode opératoire. C'est exagéré ? Uniquement. La mexicanisation, ça veut dire que l'État est totalement corrompu. Ce n'est pas le cas en France. Non, il faut mettre ça de côté, absolument. Dans certains modes opératoires, on a quelques cas, mais c'est quand même... Il y a une note de la police judiciaire qui date d'hier, ou avant-hier, qui est très intéressante parce qu'elle décrit un moment de bascule quand même, où elle explique, c'est le service de la police judiciaire chargé de ça, qui analyse la c'est le service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique de la criminalité. C'est un très beau travail, mais qui dit en gros, effectivement, on est à un moment de bascule, mais on n'est pas dans un système de mafia. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, à la différence de Naples ou de la Sicile, si vous voulez un emploi, si vous voulez accéder, je sais pas, à Internet, un service public, etc., vous n'avez pas à passer par la mafia ou un logement. Non. Ce qui était le cas en Italie, d'ailleurs. Non, on n'a pas à passer par la mafia. C'est la différence. En France, ce qui est un vrai problème, c'est pour les habitants, notamment des quartiers populaires, il faut bien le dire, c'est pas dans le 7e arrondissement ni dans le 16e. Les habitants des quartiers populaires, eux, ça impacte vraiment leur vie au quotidien, mais ils n'ont pas du tout l'obligation de travailler pour ces groupes. Mais dans leur vie quotidienne, ils sont vraiment extrêmement dérangés et apeurés par ça. C'est en cela qu'il y a un mouvement de bascule, parce que jusqu'ici, avec ce qu'on disait au début, avec le style un peu tonton flingueur, braqueur, etc., ça n'impactait pas du tout la vie quotidienne des autres personnes. Vous prenez la brise de mer, les autres autour, la population était tranquille autour, même du temps de la French Connection, d'ailleurs. Oui, absolument. C'était très limité. Et là, maintenant, le problème, c'est que ça, en quelque sorte, c'est un peu... ça existe aussi dans la vie quotidienne. C'est ça qui est un problème. Dans la vie quotidienne. Et il y a aussi un autre phénomène qui n'existait pas d'ailleurs à l'époque de la French Connection et qui, à mon sens, et je pense, et vous allez dire si je me trompe, est en train d'accélérer aussi ce phénomène de criminalité organisée, c'est la numérisation de la criminalité. C'est-à-dire tous ces réseaux sociaux aujourd'hui qui permettent de faire une sorte de marketing de la drogue, de vendre des armes, etc. Est-ce que les forces de l'ordre sont aujourd'hui en mesure de contrer un peu ce phénomène qui se passe un petit peu hors de la vue de tout le monde? C'est compliqué, comme tous les réseaux sociaux, c'est très compliqué à gérer. Il y a l'OFAC, l'Office anti-cyber, qui travaille, et Pharos qui travaille énormément, mais ils ne sont pas assez nombreux d'ailleurs. Ils travaillent 24 heures sur 24, il faut préciser, à éplucher, je dirais, tous les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que vous voulez quand vous voyez les millions d'informations? Vous regardez, on prend tous notre téléphone, c'est sans arrêt des informations qui... Plus les réseaux, Asta, tout un tas de choses même cryptées. C'est très compliqué, effectivement, mais encore une fois, l'État doit réagir, mais l'État seul ne pourra pas tout faire. Et quelle est l'ampleur de la criminalité en Ile-de-France? Si vraiment on se focalise sur notre région, est-ce que ça concentre aussi beaucoup de criminels qui, justement, se rendent coupables parfois d'exactions comme celles qu'on a vues en tout début d'émission? Pas nécessairement. Vous savez que la criminalité bouge. On l'a vu à Rennes quand il y a eu le flingage dans le quartier. Ce sont des jeunes qui venaient de Marseille et de Lyon, je crois. Vous voyez un petit peu. Donc cette criminalité, elle est très mouvante, très mobile. À Grenoble. À Grenoble également. Donc, et comment ils sont recrutés? À travers les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux. Il y a des donneurs d'ordre qui disent tiens, pour 500 €, tu vas monter et tu vas rafaler tel endroit. C'est sur le mode du marché de l'emploi légal. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. On a quand même des kistes criminels, Paris, Marseille, Grenoble. Oui, sur les grandes villes, absolument. Et le nord de Paris d'ailleurs, on a tendance à cibler plus cette zone-là de la capitale. Alors c'est vrai que Laurent Nunez, très récemment, a accordé une interview à nos confrères de CNews Europe 1, et le préfet de police de Paris s'est réjoui de la mise en place de l'état-major interministériel de la lutte contre la criminalité organisée. Écoutez. L'EMCO.
C'est bien pour ça que nous avons, le ministre d'État, le gouvernement a renforcé les moyens pour lutter contre la criminalité organisée, dont le trafic de stupes, avec la création d'un état-major inauguré hier par le président. Inauguré hier par le président, en présence de plusieurs ministres. En tout cas, on a franchi un palier supplémentaire dans l'adaptation des services répressifs pour lutter contre la criminalité organisée. Ces dispositifs n'existaient pas auparavant. Le ministre d'État le dit souvent, on s'est calé sur ce qui a été fait en matière de lutte contre le terrorisme en 2017. C'est-à-dire qu'hier, concrètement, ce qui a été inauguré, c'est un état-major de la criminalité organisée auquel participent tous les services concernés. Tous les services de renseignement concernés. Comme en renseignement, qui vont échanger des informations. Les services concernés vont échanger des informations. Evelyne Sermarin, quand on entend ça, on peut tomber de notre chaise. Ça veut dire qu'avant, ils ne s'échangeaient pas d'informations? Assez peu, il faut bien dire, c'était cloisonné. Ce que je voudrais dire quand même, ça c'est une bonne chose, je pense, comme la création du parquet national, criminalité organisée. Ce qu'on regrette dans la magistrature, c'est qu'il faudrait que ça suive au niveau des juges. Parce que tout ça, c'est bien, la police, le parquet, c'est bien. Mais au niveau des magistrats, pour juger, aux audiences, mais on n'a plus de place. Vous imaginez quand même que sur Marseille, par exemple, toute la cour d'appel d'Aix, il y a 4000 dossiers en attente pour des gens extrêmement dangereux comme ça. L'instruction qui s'entassent depuis combien de temps? L'instruction est terminée. C'est en attente d'être jugés. C'est quand même des criminels graves, des narcotrafiquants, des meurtriers, etc. Et il n'y a pas de place aux audiences. Donc il faudrait qu'en France, on pense un peu aussi aux juges qui jugent, parce que, par exemple, vous parliez de la spécialité criminalité organisée pour la police, mais pour la justice, pour la justice, il y a une 13e chambre à Paris, et puis c'est tout. C'est tout. Ils sont moins d'une dizaine de magistrats, ils n'arrivent pas à absorber. C'est pour ça que la réponse pénale est plus difficile. Ce que j'ai peur dans tout ça, c'est que on a la JUNALCO, la Juridiction nationale de lutte contre la crime organisée. On a mis en place ce bras armé qui est l'AMCO, cet état-major. Ce que j'ai peur, parce que la réaction de l'État, souvent, c'est on adore ça, c'est très techno chez nous, c'est mettre des strates. Et là, j'ai qui ralentit évidemment le processus. J'ai bien peur de ça. Et c'est un peu la réponse, c'est celle-là. Et puis, on va rajouter quelques lois supplémentaires, mais le résultat, pour l'instant... Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec les prisons? Je vous pose cette question parce qu'on sait que certaines têtes de réseau, lorsqu'elles sont arrêtées, lorsqu'elles sont jugées, lorsqu'elles sont envoyées derrière les barreaux, continuent d'effectuer leur travail depuis les barreaux. Il paraît même qu'il est parfois plus facile de gérer ses affaires lorsque l'on est dans un service pénitentiaire. C'est vrai ça, Pascal Bitopanelli? Oui, c'est dans le grand banditisme, c'est vrai. Ils font un peu du télétravail depuis la prison, si j'ose dire. C'est confortable. C'est très compliqué de tenir cette maison. C'est un travail extrêmement difficile, vous savez, qu'ont les gens de la pénitentiaire. Mais qui sont parfois corrompus. 6 agents pénitentiaires ont été interpellés dans le Val d'Oise. Bien sûr, ça arrive aussi. Ils sont sur le point de bascule. Donc ça, c'est un gros chantier de M. Darmanin. Et je vous avoue que moi, je suis assez optimiste. Pourquoi? Parce que c'est très rare qu'on ait un binôme intérieur-justice qui s'entendent bien et qui soient dans la même dynamique. Donc si on n'y arrive pas, on n'y arrivera jamais. Mais les décisions qu'a pris Gérald Darmanin avec ces 2 centres de détention de haute sécurité... Oui, c'est ça, de haute sécurité. Alors, certains se sont élevés en disant « mais les pauvres, on ne va pas leur donner de téléphone, etc. » Enfin, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que ces gens-là, on l'a dit, Ambra, de sa prison, avait 10 téléphones et donnait des ordres. Donc, à un moment donné, ces 200 narcotrafiquants ultra dangereux, ces gens-là, il faut les isoler, mais totalement. L'humanisme disparaît parfois, mais à un moment donné, on ne peut pas se permettre. Vous savez bien, ça va être très difficile de les isoler totalement. Et beaucoup de directeurs de l'administration pénitentiaire régionaux, justement, du point de vue de l'efficacité, disent « nous, on craint pour les surveillants », c'est-à-dire les regrouper, c'est un débat, mais les regrouper, par exemple, en regrouper 100 avant d'Ain-le-Vieil, qui sera la première prison ouverte. J'ai parlé avec des directeurs d'administration pénitentiaire qui disent « oui, mais est-ce que ça va pas être pire de les regrouper parce qu'on ne peut pas... » Ça va faire un super cartel dans des murs. C'est vraiment un débat. D'abord, les gardiens de prison seront anonymisés, voire masqués. Il ne faut pas qu'on en arrive comme au Venezuela, au Salvador. Bien sûr. Mais au Salvador... Qui est un pays plus sûr selon Donald Trump que la France, je rappelle. Le président, effectivement, il y a 80%, les gens dans la rue, j'ai vu un reportage très intéressant quand même, 80% de risques en moins
dans la capitale. Oui, absolument. Et il a mis 20 000 types en prison. Oui, Ils sont tous des narcos, le les tueurs. problème, c'est qu'on a fait un dossier dans la loi, la criminalité organisée. Par exemple, il y a un dossier coffre, et là, c'est très contesté. On va voir ce que va dire le Conseil constitutionnel, parce que c'est un dossier dans le dossier qui n'est pas accessible aux avocats. Et ça, par exemple, la Ligue des droits de l'homme a vraiment contesté ça, ainsi que d'autres, des syndicats de magistrats, d'avocats, etc. Parce que il ne faut pas non plus sacrifier la démocratie, les droits de la défense, le droit de recours, etc. Oui, mais madame, écoutez, on a dit la même chose avec le drone. Les drones sont d'une grande utilité. Oui, c'est vrai. Voilà, et on a commencé à dire, on va aller regarder chez moi ce qui se passe. Non, pas du tout. Il faut encadrer. On est une vraie démocratie. On n'est pas là à déraper systématiquement, même si on dit, si demain le Rassemblement national arrive au pouvoir, c'est sûr qu'ils vont faire tout, ils vont ficher tout le monde. Non, il faut être logique. Une dernière question, parce qu'on arrive malheureusement au terme de cet entretien, mais est-ce qu'il ne faut pas effectivement taper du poing sur la table, quitte à effectivement prendre des mesures extrêmement violente, si j'ose dire, parce qu'il y a urgence. Les narcotrafiquants ont tellement pu développer leur commerce, par exemple, que certains marchés sont déjà saturés. Je parle par exemple de la cocaïne, dont le prix a d'ailleurs bien baissé depuis 2014. Désormais, les dealers se tournent même vers des drogues de synthèse, puisque la cocaïne n'intéresse plus. En tout cas, le marché est tellement saturé. On a vraiment l'impression que finalement, la drogue, c'est comme un cancer qui se métastase dans tout le pays et dont on n'a pas le remède aujourd'hui. Il faut travailler sur les consommateurs aussi. Il faut être sur deux jambes. On n'est que sur la jambe de la répression. Donc, tous ces gens qui prennent des stupes en permanence. Vous savez, bien sûr, il y a le côté récréatif, on voit ça, on dit quand même c'est n'importe quoi. Mais il y a aussi des gens qui prennent de la drogue parce qu'ils sont malades, parce qu'ils souffrent. Je ne dis pas que c'est la majorité. Il y a aussi, c'est des antidépresseurs, c'est des anxiolytiques. Voilà, il y a un public où il faudrait quand même que les services de toxicologie des hôpitaux puissent recevoir un certain nombre de personnes qui voudraient bien arrêter, mais qui n'ont peut-être pas les moyens d'aller voir un psychiatre, etc. C'est compliqué. Voilà, et puis là, c'est des investissements sur le domaine de la santé mentale, et c'est un autre débat, mais je suis sûr qu'il y aura beaucoup de choses à dire autour de ça. Merci à tous les trois d'avoir été sur ce plateau. On poursuit cette émission avec une expérience théâtrale très originale. C'est une initiative qui pourrait bien bousculer vos habitudes culturelles. Vous trouvez qu'une pièce de théâtre de 2 heures, c'est un peu trop long? Eh bien, ça tombe bien, parce que depuis quelques jours, un nouvel établissement a ouvert ses portes. Ça se trouve dans le 11e arrondissement de la capitale. Ça s'appelle Théâtre à la Minute, et on accueille tout de suite l'heureuse maman et la génitrice de ce projet à Paris. Bonjour, Myriel Kesséjas. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, ça a un plaisir de vous recevoir ici. Alors, vous proposez aux spectateurs qui viennent dans votre théâtre d'aller de salle en salle. Je crois que vous avez 4 salles, c'est ça, dans votre théâtre. Et dans chaque salle se déroule une pièce de 15 minutes. La première question que je vais vous poser est un peu provoque. Est-ce que c'est un peu le fast-food du spectacle que vous nous proposez? C'est le fast-food, mais avec de la bonne qualité. C'est ça, vous faites attention aux produits en tout cas, c'est ça. C'est-à-dire que... Et vous avez les premiers... On peut dire que c'est un modèle économique qui ressemble au fast-food, mais avec l'avantage d'avoir de la qualité. D'avoir de la qualité, absolument. Vous avez eu les premiers retours, les spectateurs qui sont entrés dans votre établissement, là au cours des derniers jours, ils en ont pensé quoi? Ils adorent. Ils adorent, oui. Ils adorent. J'ai vu exactement les mêmes visages que moi j'ai eu quand j'ai vu le format la première fois à Madrid. Alors, c'est né à Madrid, c'est ça? Comment ce concept est-il né exactement? En fait, Théâtre à la Minute s'inspire d'une idée d'un format qui était inventé à Madrid en 2009 et qui marche très bien, qui cartonne dans les marchés hispanophones, mais qui n'existe pas en France pour le moment. Et quelle était l'idée de départ? On s'est rendu compte à Madrid aussi qu'il y avait une appétence pour ce genre de pièces qui étaient relativement courtes. Pas forcément, je pense que c'était juste une initiative de différents créateurs. Ils se sont réunis tous ensemble, des réalisateurs de cinéma, de metteurs en scène. Ils se sont dit, on va faire cette expérience. Ça a très bien marché, donc ils ont décidé d'ouvrir un lieu dédié à ça. Ils ont décidé d'ouvrir un lieu, effectivement. Alors, effectivement, vous l'avez rappelé, ça cartonne en Espagne, à Madrid. Et pas que. Et voilà, effectivement. Quelle est l'ampleur, d'ailleurs, de ce phénomène à Madrid? On en trouve, parce que là, c'est le premier établissement dédié, estampillé Théâtre à la Minute que vous ouvrez à Paris, mais à Madrid, est-ce qu'il y a beaucoup de salles de spectacle de ce type, par exemple? Oui, il y a pas mal de salles qui font ça. Donc ça s'est développé, vraiment? Oui, ça s'est très bien développé partout en Espagne, d'ailleurs. Et aussi en Amérique latine, et il existe aussi à Miami. Et à Buenos Aires, effectivement, vous l'avez rappelé, à Miami. Et c'est vrai que le point commun de toutes ces villes qui ont accueilli ce genre d'expérience, c'est que ça marche très fort. Qu'est-ce qui vous laisse penser qu'à Paris, ça va fonctionner? Parce que Paris, c'est vrai que c'est une ville très culturelle, mais le théâtre, c'est un peu sacré. Vous voyez, on n'aime pas trop casser les codes, nous, les Français. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment fonctionner? Oui, je pense. En fait, Paris, pour moi, c'est la capitale de la culture par excellence. Donc, forcément, je pense que le public est aussi curieux de vivre une expérience insolite.
et de vivre le théâtre d'une autre manière, comment ils l'ont jamais vécu en fait. Et quel est le public type que vous ciblez pour cette expérience? C'est un public relativement jeune qui n'a pas forcément l'habitude d'aller au théâtre? Pas forcément, c'est un public plus large que ça. Ouais. En fait, nous voulons aller chercher pas que les amateurs de théâtre qui vont souvent, mais aussi un public qui va jamais ou qui ne connaît pas trop, mais avec cet effet expérience, ça va leur attirer aussi. Et à partir de quel moment vous avez décidé de lancer ce concept à Paris même? Il y a eu un déclic aussi Dès que je suis venue vivre ici et j'ai vu que ça n'existait pas. Et là, vous vous êtes dit, il y a un marché, c'est intéressant. Vous êtes entouré, j'imagine, vous n'êtes pas seul à lancer ce projet? J'ai des associés, j'ai un comédien, Jérémy Crédville. Jérémy Crédville, qu'on connaît très bien, effectivement, au Figaro TV, qui est venu plusieurs fois dans d'autres émissions. Oui. Et j'ai aussi des autres associés qui sont dans le milieu culturel. Qui sont dans le milieu culturel. Ça a été facile de les convaincre? Très facile. Ouais. En fait, chaque fois que je parle du projet, tout le monde tombe amoureux. Tout le monde en tombe amoureux. Bah écoutez, c'est bon signe. Alors, quel est l'objectif aussi concrètement de ce genre de format? Est-ce que c'est vraiment de divertir celles et ceux qui, comme je disais tout à l'heure en introduction, trouvent qu'une pièce de théâtre de 2 heures, c'est beaucoup trop long? C'est ça l'objectif? C'est un des objectifs, mais pas le seul. C'est donner une place aussi aux artistes pour faire des créations originales. C'est aussi un laboratoire créatif pour eux, parce qu'il faut écrire les pièces sur mesure. Oui. Pour les lieux. Cette pièce n'existe pas normalement en France, donc il faut l'écrire. Oui. Et déjà, il faut imaginer que ce sont des pièces où les comédiens font les effets techniques, il n'y a pas de régie. Oui. Donc il faut penser à ça au moment de l'écriture aussi, au moment de la mise en scène. Et en 15 minutes, est-ce que vous pensez que c'est facile d'écrire un spectacle très abouti? On se dit que généralement, bon, en 2 heures, c'est vrai qu'on a le temps d'avoir un milieu, un début, une fin, avec des rebondissements, des coups de théâtre, comme on dit. Est-ce qu'en 15 minutes, on peut avoir tous ces ingrédients-là? Oui, c'est comme un court-métrage de théâtre. C'est comme un court-métrage de théâtre? C'est ça, c'est exactement ça. On raconte des histoires, des vraies pièces de théâtre, pas de scénettes, pas d'extraits, et on arrive à toucher le public pour cet effet de courte durée, mais aussi pour la proximité avec les comédiens, parce qu'on est presque comme toi et moi. Oui, c'est ça. On est à côté des comédiens, donc c'est une expérience plus intense. C'est ce que j'allais vous dire. Ça, c'est dingue, parce qu'on ne s'en rend pas compte, et on ne l'a pas trop mentionné depuis le début de cette émission, mais ça dure 15 minutes, mais c'est aussi des salles qui peuvent accueillir que 15 personnes. Donc il y a un côté très immersif, finalement, dans cette expérience-là. C'est ça, c'est un format 15-15-15. Ouais. Donc on a des pièces de 15 minutes dans des salles de moins de 15 mètres carrés pour 15 spectateurs. On est vraiment à côté des comédiens. On ne participe pas à l'histoire. Ce n'est pas du théâtre immersif. Le public n'est pas censé participer. Mais on est intégré au décor. Et des fois, par exemple, comme là, si les comédiens sont en train de raconter une histoire où ils parlent dans une interview, le public peut être assis à la table aussi. Il peut être assis à la table aussi, oui, donc on n'intervient pas, mais d'une certaine manière, on fait quand même un peu partie de la pièce et de l'intrigue, absolument. Quelles sont les pièces, très concrètement, qui se jouent dans votre établissement en ce moment? Alors, nous avons 2 sessions, 2 spectacles différents, un pour les jours pairs et un autre pour les jours impairs. Oui. Donc, dans chaque spectacle, nous avons 4 pièces différentes qui vont être liées par un thème commun. Oui. Les temps pour les jours pairs et l'amour pour les jours impairs. Les temps, c'est ça? Les temps. Les temps. Oui, il s'appelle Les temps en fuite. Oui. Et l'autre spectacle s'appelle L'amour qui reste. L'amour qui reste. Et quelles sont les histoires qui sont racontées à travers ces pièces? Ce sont des histoires complètement différentes, avec des ambiances complètement différentes, parce que c'est le public qui se déplace de salle en salle, très important. Donc, dans chaque salle, il y a une histoire différente. Et, alors, pour les jours impairs, c'est un peu plus adulte, on va dire. Donc, c'est à partir de 16 ans. Ouais. Et pour les jours pairs, on peut venir même 12 ans, c'est bon. Et est-ce qu'il faut regarder les pièces dans un ordre précis ou pas du tout? Pas du tout. En fait, chaque groupe de public va regarder les pièces dans un ordre complètement différent aussi. Donc là, c'est l'amour, le temps. Est-ce que vous avez l'intention de revoir la programmation au fil des mois qui vont s'écouler? Oui. Tous les trimestres, on change la programmation. Tous les trimestres? Ah ouais, donc et si vous avez une pièce qui est adorée, qui fonctionne très bien parce que le bouche à oreille a fait son effet et que vous n'avez eu que de bons retours sur cette représentation, vous la gardez quand même, non? Oui, on peut la garder. Vous avez cette marge de manœuvre. Vous avez beaucoup de candidatures aussi de la part des comédiens? Parce que c'est une sorte de... J'ai cru comprendre en tout cas que c'était une sorte de laboratoire finalement, cet espace. Un laboratoire créatif et une pépinière aussi. Oui. Donc à ce moment-là, je travaille avec 30 comédiens. Parce que pour chaque pièce, on a 2 équipes ou 3 équipes pour faire le remplacement aussi.
Et j'ai reçu pas mal de candidatures. J'étais presque une directrice de casting. Ouais. Et je suis très contente parce qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés, et même des gens qui n'ont jamais écrit une pièce de 15 minutes, mais se sont intéressés tout de suite, ont commencé à envoyer des projets. Et qui les choisit? C'est vous? C'est moi. C'est vous? Donc là, vous êtes effectivement une directrice de casting. Donc, comment ça se passe, une audition? Est-ce que moi, par exemple, si j'écris une pièce de théâtre avec mon ami Riyad qui est en train de réaliser cette émission, est-ce que vous pouvez me recevoir, par exemple? Oui, vous pouvez m'envoyer les projets avec notre site web. Ouais. On a un espace candidature, donc vous pouvez envoyer votre projet. Moi, je vais le lire, je vais vous faire une interview. Ouais. Normalement, on demande que le projet soit le plus fini possible, ouais. Donc d'avoir déjà choisi les comédiens, les metteurs en scène. Mais comme on sait quelque chose de nouvel en France, c'est nous qui faisons un peu la direction artistique, la production et tout pour le moment. Mais c'est vrai que c'est super, quand on n'a pas forcément les moyens de se lancer dans ce métier, là vous nous offrez quelque part une scène qui est très intéressante pour pouvoir faire nos premières armes. Et si vous estimez que c'est quand même quelque chose qui se regarde, vous pouvez leur donner une tribune. Donc c'est quand même très précieux. C'est l'idée. Pour le démarrage, c'est moi qui ai choisi les pièces, qui a proposé les comédiens et qui a mis en relation tout le monde. Oui. C'est moi qui ai choisi les metteurs en scène et qui a présenté les comédiens et l'a mis à travailler ensemble. Mais l'idée, c'est que petit à petit, soit les compagnies qui nous envoient ces projets et qu'on fasse juste la sélection, en gardant cet esprit de la direction artistique au global. Alors parlons de choses sérieuses, parce que moi, très honnêtement, je peux venir travaver dans votre théâtre en tant que comédien bénévolement, parce que voilà... Vous êtes comédien aussi? Pas du tout. Mais comme vous me dites qu'on peut s'y essayer, dans ce cas-là... Si vous avez des talents, c'est sûr, oui. Pourquoi pas? Ouais. Par contre, le réalisateur Riyad Bekir, qui potentiellement pourrait s'associer à moi, lui aime beaucoup l'argent, vous savez. Et à ce moment-là, je me dis, comment vous faites pour les rémunérer, ces comédiens? Alors, on les rémunère comme il faut les rémunérer, avec des cachets. Il y a un modèle économique. Oui, il y a un modèle économique derrière. Ouais. En fait, l'idée avec cette modèle économique, c'est d'attirer une grande quantité de public. Ouais. Donc, de faire les mêmes entrées qu'on fait dans un théâtre standard classique, mais on va les mettre dans différents horaires pour pouvoir avoir toujours 15 personnes. Toujours 15 personnes. Mais au final, on a la même quantité à la fin de la journée parce que la pièce se joue jusqu'à 10 fois par jour. Jusqu'à 10 fois par jour? Ah, c'est un rythme assez effréné quand même. Alors après, c'est 15 minutes, donc bon, c'est comme des prises de cinéma. En fait, ce qui m'intéresse de ce format-là et pourquoi j'adore, c'est parce que moi, je suis comédienne, mais je travaillais beaucoup pour le cinéma et un peu moins pour le théâtre, mais j'adore le théâtre. Et moi, je trouve que ce format, c'est le mélange parfait entre les deux mondes. En fait, on va jouer comme si on jouait dans un plateau de cinéma, mais avec toute la dramaturgie et les décors et les infrastructures d'un théâtre. Et ce dont on n'a pas parlé aussi, c'est quand même le côté restauration qui est absolument fabuleux. C'est-à-dire que, certes, on peut regarder une pièce de 15 minutes, puis une autre pièce de 15 minutes, et ça 4 fois, mais entre chaque pièce, il y a une pause de 10 minutes, et là, à ce moment-là, on ne s'ennuie pas, puisqu'on peut manger des tapas, on peut se restaurer, puisqu'il y a un bar, c'est ça qui se trouve au milieu. C'est ça. En parlant d'argent, bon, c'est l'autre activité de l'entreprise aussi, qui donne des revenus, évidemment. Et l'idée, c'est de... En fait, Théâtre à la Minute, c'est une expérience. Oui. C'est pour ça qu'on propose ce ticket global de 4 pièces pour que les gens puissent rester une heure, 2 heures avec nous et qu'ils puissent aussi avoir accès à l'espace restauration. On peut rentrer dans les salles avec nos verres. C'est génial. Ça, c'est génial. Ouais. Donc, l'idée, c'est de vraiment faire une expérience complète, une sortie culturelle complète. Et quand j'ai fait mon étude de marché, je trouvais que les Français se plaignaient beaucoup de ça, quand ils vont au théâtre, après ils ne savent pas où aller dîner parce qu'ils ont loupé l'heure de dîner. Ça, c'est vrai, vous avez raison, c'est un vrai problème. C'est ça, et avec nous, on peut tout faire dans les mêmes lieux. Oui, parce qu'effectivement, soit vous dînez très tôt, ou soit vous dînez extrêmement tard. Il n'y a pas vraiment de juste milieu. Vous apportez une réponse à cette problématique. Une question peut-être qui vous est un peu personnelle. Vous êtes comédienne, vous aussi. Est-ce que vous pourriez jouer, par exemple, dans votre je vais le faire. Vous allez le faire? Dès que j'aurai le temps. Ah oui, c'est ça, parce que là, pour l'instant, vous êtes un peu gestionnaire. Mais je fais la mise en scène d'une des pièces de cette saison, donc je suis très, très heureuse d'avoir trouvé un petit peu de temps pour le faire. Et voilà, et pour la prochaine saison, il y a une pièce que c'est moi qui l'ai écrite. Vous avez toujours voulu être comédienne. Je rappelle un peu votre histoire. Vous êtes née à La Havane, à Cuba. Vous êtes comédienne. Vous avez tourné dans plusieurs films. Vous avez même été élue meilleure actrice au festival du film ibéro-américain. C'était en 2010 pour votre rôle dans Lysanka de Daniel Diaz-Torres. Vous êtes vraiment... c'est vraiment un métier que vous avez toujours voulu faire? Ah oui, que j'adore. C'est ma passion.
Et aujourd'hui, on pourrait vous revoir à la télévision, au cinéma Pas tout de suite, parce que je me suis engagée déjà avec Théâtre à la Minute, mais j'espère que bientôt. Bon, en tout cas, nous, on ira vous voir. Comptez sur nous. Merci Myriel Sejas. Merci d'avoir été autour de cette table. Je rappelle que donc, vous êtes l'heureuse maman du Théâtre à la Minute qui vient d'ouvrir ses portes dans le 11e arrondissement de la capitale. C'est tous les jours ? Mercredi à dimanche. De mercredi à dimanche, très bien. Bon, en tout cas, c'est noté. Et justement, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, et si vous êtes déjà allé au Théâtre à la Minute et que bon, vous avez envie de faire autre chose ce week-end, eh bien, c'est le moment d'accueillir tout de suite Françoise Dargent pour la chronique Par ici les sorties. Bonjour Françoise Dargent, vous allez bien? Bonjour Damien, oui, écoutez, très bien, on a eu déjà une première recommandation là, avec ce Théâtre à la Minute. Tout à fait, c'est assez intéressant, je ne connaissais pas. Voir des pièces de théâtre de 15 minutes, ensuite manger des tapas, franchement, manger ou regarder, il faut choisir. Bah, moi je ne choisirais pas du coup. Bon, alors Françoise, aujourd'hui vous nous emmenez au musée Mayol, donc, qui expose un photographe que l'on ne présente évidemment plus, il s'agit de Robert Doisneau, à l'occasion d'une rétrospective qui présente 400 clichés et qui va donc bien au-delà du célèbre baiser de l'Hôtel de Ville, que l'on a évidemment tous en tête. Pourquoi revoir Doisneau ? Parce qu'on ne s'en lasse pas, en fait. C'est ça. Même si on connaît pas mal de ces clichés, il y en a toujours de nouveaux qu'on peut découvrir. Alors, imaginez ces deux filles qui sont les commissaires de cette exposition et qui gèrent le fonds de leur père, décédé en 1994, ont à leur disposition 450 000 clichés. 450 000, donc, il y a de quoi faire. Ouais. Alors, il faut dire que l'homme photographiait comme il respirait, donc tout le temps. Et on le voit un peu, il faisait des séquences, donc c'est un peu par rafale sur les murs du musée Mayol, et qui battent en brèche une idée reçue. On pense souvent qu'il suffisait à Doisneau de descendre dans la rue pour tomber sur des enfants qui jouent, des couples qui s'embrassent. Pour immortaliser des scènes de la vie de tous les jours. Des scènes de la vie de tous les jours que nous, on ne voit en général pas quand on est simples Parisiens, et que lui, il voyait. Et en fait, il travaillait quand même beaucoup. D'abord, il faisait poser certains de ses sujets, et il faisait des séquences, des reportages. Alors, on le voit notamment dans une première séquence avec les enfants. On connaît bien l'image du petit garçon. Ça, c'est une des autres icônes de Doisneau, qui est ce petit garçon qui regarde l'heure. Il est assis et il regarde l'heure comme ça. Et il y a des dizaines de photos d'enfants qui sont exposées, des enfants dans les cours d'école, des enfants qui jouent, et dans un Paris qui semble étonnamment... qui est un espace de liberté dingue. On ne voit plus du tout des enfants jouer comme ça dans la capitale. Aujourd'hui, ils sont à l'intérieur ou dans les parcs avec leurs parents, quand ils sont les plus chanceux. Donc on voit ces enfants qui jouent, et on voit des enfants qui réapparaissent sur plusieurs photos. Donc on sent que Doisneau raconte des petites histoires avec ses enfants qui jouent par exemple dans une auto abandonnée. Moi, ça me fait penser un peu au petit Nicolas de Sampé et Goscinny. Il y a ce même regard assez frais sur l'enfance. Une forme d'innocence. Voilà, une forme d'innocence. Et ce tropisme enfantin, il l'utilise même pour des sujets plus décalés. Il y a par exemple, on voit il y a le grand mariage qu'il a fait pour un reportage pour le magazine Vogue, où il prend le point de vue de la petite demoiselle d'honneur, qui se met un peu à hauteur d'enfant pour photographier ce grand mariage. Alors pour Vogue, qui était, c'est vrai, un magazine très chic, et c'est vrai qu'on n'associe pas tellement le travail de Doisneau au papier glacé des magazines de mode. Pour quelle raison ? En fait, on réduit souvent Doisneau à... On pense que c'est le photographe un peu des gens un peu humbles, des Parisiens, des gens qui sont dans la rue, des ouvriers. Mais en fait, il travaillait... à l'époque, les photographes avaient besoin de bosser. Lui, il travaillait assez durement. Il était tout le temps dehors. Il travaillait pour l'agence Raffo. Et donc, on lui commandait des reportages. Et il y a on apprend dans cette exposition qu'effectivement, il a travaillé pour Vogue. Alors, c'était de manière assez courte. C'était à la fin des années 40, au début des années 50, ça a dû durer 4 ans peut-être. Et il photographie, en fait, il fait des reportages, le bal de l'hôtel Lambert, les soirées à l'opéra. Ce n'est pas son monde, il le reconnaît. D'ailleurs, dans un film qui est présenté à l'exposition, il le dit que ce n'est pas son monde. Mais en fait, il fait le job. Et il a toujours ce regard assez curieux, empathique pour les gens, et lui-même attire, il est très curieux et il attire la sympathie en fait. Alors dans l'exposition, on le voit aussi avec ses amis artistes, justement, il semblait avoir beaucoup, et tous, il y avait beaucoup d'amis, et tous ont posé pour lui. Alors on reconnaît des écrivains, on reconnaît également des peintres, on reconnaît des artistes. Il avait un accès assez facile à ces personnalités. Oui, alors les écrivains, c'était surtout les écrivains, ses amis c'était vraiment les écrivains. Il a commencé avec Sandrard, avec lequel il a écrit un premier livre en 1949 sur la banlieue. Ensuite, ça a été Robert Giraud, dans mon souvenir. Il a écrit sur les vrais Parisiens, là aussi. C'est vraiment le photographe de Paris. Il est un peu
associés à Paris comme Willy Ronis, comme ces photographes humanistes. Oui. Et après, il a eu une série de... Il était ami avec Prévert, il était ami avec Cavana, et son dernier grand ami écrivain, ça a été Daniel Pénac. Oui. Il les a photographiés, donc on voit beaucoup de ses photos, on les voit. Alors, beaucoup ont la cigarette au bec, hein, c'était l'époque, qui voulait ça. Certains sont attablés au bistrot, c'était aussi il aimait bien photographier ces endroits-là, il aimait bien les sortir du contexte. Il y avait moins de campagnes de prévention autour de l'alcool et de la cigarette à l'époque. D'ailleurs, il y en a eu quelques campagnes là où on a voulu retirer des cigarettes, mais enfin, en tout cas, lui, il photographiait les gens tels qu'ils étaient à l'époque, et il fumait beaucoup. Et il photographie aussi les artistes. Alors là, il les sort pas dehors, il va plutôt dans l'atelier. Ça, ce sont des témoignages assez intéressants aussi qu'on peut voir. Il y a toute une série sur les ateliers d'artistes. Alors, il avait accès, parce qu'il était aussi journaliste, hein, parce qu'il connaissait, parce que par les connaissances, il avait accès aux plus grands. Il va photographier Picasso dans son atelier. Et donc, on voit vraiment, c'est des témoignages assez intéressants. Mais moi, j'aimerais vous parler d'une chose que j'ai beaucoup aimée dans l'exposition, c'est la banlieue, en fait, parce que Doisneau est un photographe de la banlieue, qui, à la fin de la guerre, il la photographie, hein, dès les années 40, d'ailleurs, il la photographie, et la banlieue, à l'époque, c'est déjà la zone qui était très proche de Paris, hein, qui était sur les anciennes fortifications, donc des endroits où... Montmartre, ça faisait partie de la banlieue ? Non, pas forcément. C'était un peu au-delà, mais on n'était pas très loin, à Ivry, et donc il photographie des endroits qui ne sont pas très folichons. Alors, il essaye il a quand même ce regard toujours un peu émerveillé sur les choses, donc il essaye de rendre quand même l'émerveillement des choses, mais il photographie aussi les gens qui se débrouillent dans ces zones-là, les gens qui travaillent, qui triment, les enfants qui jouent aussi, hein, parce que les enfants jouent aussi au-delà du périphérique. Et donc il y a toute une série de photos en noir et blanc de la banlieue parisienne. Et en 1984, en fait, l'État le mandate dans le cadre de la DATAR, pour photographier, pour donner une radioscopie de la France, parmi d'autres photographes. Et il retourne en banlieue. Et là, on voit des photos en couleur, ce qui est assez rare chez Doisneau. Et il le dit, la banlieue, c'était moche avant. Aujourd'hui, c'est moche aussi, mais un peu différemment. Mais on sent que le monde a changé. Il y a un peu moins de gens sur ces photos. Ça, c'est un peu plus vide. Et donc, on a l'impression que c'est un peu un monde qui disparaît malgré tout. Et il le dit lui-même dans le film. C'est assez émouvant parce qu'il dit qu'il n'aime pas regarder ces anciennes photos parce que ça montre le temps qui passe, le temps qui fuit. Alors heureusement, ces filles le font pour nous et nous ressortent tout ce corpus et on est toujours quand même assez émerveillés. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs dans l'exposition et on est toujours émerveillés, on découvre beaucoup de choses. On le voit à travers les images qui défilent, c'est effectivement une très belle exposition, pleine de surprises, donc, au sujet d'un de nos plus grands photographes à voir actuellement au musée Mayol. Alors, toute autre chose que l'on va voir avec vous maintenant, Françoise Dargent, un tout autre univers avec paillettes et glamour. Vous allez maintenant évoquer le Festival de Cannes qui a débuté mardi, évidemment, on en parle beaucoup, et qui se déroule jusqu'au samedi 25. Oui, alors bon, je ne peux pas faire venir la croisette à Paris. Hein, donc, dommage. Donc, on voulait Tom Cruise, nous, tiens, voilà, il est où ? Il n'y aura pas de paillettes. Il est reparti aussitôt. Hein. Il faut savoir qu'il est reparti directement. Il est passé par Paris, je crois, non ? Il n'est pas passé par Paris. Il y avait une avant-première de Mission Impossible là, très récemment. Peut-être, mais il a fait vraiment un passage express, hein, on va dire. C'est pas trop attardé. Mais on a tous vu les photos de lui, superbe dans son polo bordeaux. Ah, oui. Mais en fait, donc pas de paillettes, pas de glamour à Paris, mais vous pouvez quand même vous prendre un peu pour un festivalier parce qu'il y a des cinémas qui organisent des avant-premières des films qui sont présentés à Cannes. Ah, oui. Et même lorsque les films sont programmés dans plusieurs mois, enfin à la rentrée prochaine. Donc il faut en profiter. Par exemple, à l'UGC Cinécité, c'est le week-end prochain, il y a toute une série de films qu'on pourra voir. Donc moi j'ai noté, il y a le film de Connemara qui est tiré du film du roman de Nicolas Mathieu et réalisé par Alex Lutz, Vie privée de Rebecca Zlotowski avec Jodie Foster. On pourra voir aussi le film très attendu de Dominique Moll, qui avait fait La Nuit du 12, et là, avec Dossier 137, qui parle d'une bavure policière. Donc bref, on pourra voir en avance et on pourra dire c'était un peu comme si on était à Cannes. On peut voir Mission Impossible. Avant, il sort la semaine prochaine, mais on peut déjà le voir ce week-end dans certains cinémas pâtés. On peut voir le charmant film qui a fait l'ouverture, qui lui est en salle, qui s'appelle Partir un jour avec Juliette Armanet et Bastien Bouillon, et un film où l'on chante et qui est assez charmant. Et donc voilà, on peut le voir. Et si vous voulez vraiment un bain de cinéma, je vous rappelle qu'il y a l'exposition de Wes Anderson à la Cinémathèque. Absolument. Alors, Wes Anderson présentera son prochain film, son nouveau film à Cannes ce week-end. Oui. Mais si vous voulez vraiment plonger dans son univers, allez à la Cinémathèque. C'est
c'est comme si vous étiez avec lui, en fait. Absolument, absolument. Mais voilà, il y en a pour les cinéphiles, il y a également pour les amateurs de photographes, et puis également pour celles et ceux qui ont envie de regarder du théâtre tout en mangeant. Ça, c'est très audacieux. Merci beaucoup, Françoise Dargent. Merci d'avoir été autour de cette table. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef culture au Figaro. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Victoire Sicora aux commandes de cette émission. Je précise tout de même que moi, personnellement, je vous donne rendez-vous ce dimanche à partir de 9h30 sur le Figaro TV, puisque la rédaction se mobilise à l'occasion de l'inauguration de la messe et du pontificat surtout de Léon XIV. Nous serons en direct de Rome pour vous faire vivre cette messe pleine de surprises, chargée d'émotions, avec la remise du pallium, avec la remise de l'anneau du pêcheur, énormément de rites autour de cette messe et du pape qui a été élu le 9 mai dernier. Soyez au rendez-vous, nous serons ensemble de 9h30 à 13h ce dimanche sur le Figaro TV. D'ici là, je vous souhaite un très bon samedi et donc à dimanche sur le Figaro TV.